Espèce d'ordure égoïste, a hurlé ma mère, Béatrice, à travers la terrasse de l'hôtel Émeraude. Le pot en céramique dans sa main s'est incliné, puis la chaleur m'a frappé. Du café fraîchement infusé et brûlant s'est déversé directement sur ma tête, brûlant mon cuir chevelu, coulant le long de mon cou et imbibant mon pull à capuche gris acheté en friperie. La douleur a été immédiate et choquante, une agression physique qui a coupé le souffle de mes poumons. Mais le son qui a suivi était pire. Ce n'était pas un halètement d'horreur, c'était un rire. Mon frère Julien et ma sœur Léa avaient déjà sorti leur téléphone pour filmer. Les voyants rouges d'enregistrement clignotaient comme de petits yeux malveillants. Je suis restée assise là, le liquide dégoulinant de mes cils, la douleur physique irradiant le long de ma colonne vertébrale, et j'ai réalisé avec une clarté absolue que le pont n'était pas seulement brûlé. Il avait été atomisé. Laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je me suis levé. Je n'ai pas essuyé le café de mon visage. Je n'ai pas regardé ma mère, qui haletait maintenant, la poitrine soulevée par l'effort de sa rage. Je me suis rendu directement aux toilettes de l'hôtel, les talons de mes bottes claquant un rythme régulier contre le sol en marbre. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et je me suis penché sur le lavabo. Mon reflet me fixait en retour, les cheveux emmêlés par le liquide sombre, la peau devenant d'un rouge vif et cloquée le long de la racine de mes cheveux et de mon cou. L'envie de hurler était une chose physique, une créature griffant le fond de ma gorge. Je voulais hurler. Je voulais retourner là-bas en trombe et renverser la table pour briser leur porcelaine coûteuse et leurs égos fragiles. Je voulais leur faire ressentir la chaleur qui me brûlait actuellement la peau. Mais ensuite, j'ai regardé de plus près mes propres yeux dans le miroir. Ils n'étaient pas larmoyants. Ils étaient froids. Si je hurlais, je leur donnais du contenu. Si je pleurais, je leur donnais de la satisfaction. Ils prospéraient grâce au chaos, au bruit du dysfonctionnement. Ma mère avec son perfectionnisme obsédé par l'image, et mes frères et sœurs avec leurs besoins désespérés d'attention, ils étaient des vampires de réaction. Ils voulaient se battre parce qu'une dispute signifiait que je m'en souciais encore. Un combat signifiait que nous jouions encore au jeu. Le silence, d'un autre côté, le silence est un miroir. Lorsque vous ne criez pas en retour à un monstre, le monstre est laissé à crier dans le vide, n'entendant que l'écho de sa propre laideur. En leur refusant ma rage, je leur refusais leur carburant. J'ai attrapé une poignée de serviettes en papier et j'ai épongé le pire du liquide sur mon cou. La peau était sensible, pelant déjà légèrement. J'ai sifflé entre mes dents, mais j'ai gardé un visage neutre. Je n'allais pas leur donner une seule image de vidéo qui me montrait en train de craquer. Je suis retourné sur la terrasse. La table était calme maintenant, mais l'énergie était électrique de malveillance. Julien ricanait, son téléphone toujours levé. Léa tapait furieusement, préparant probablement déjà la légende. Béatrice se tenait les bras croisés, attendant les excuses qu'elle croyait lui être dues. Je me suis approché de la table. Je ne me suis pas assise. J'ai sorti mon portefeuille de la poche de mon pull à capuche humide. J'ai sorti 4 billets de 20 € et exactement 80 €, ma part du petit déjeuner que je n'avais pas mangé. J'ai placé les billets sur la nappe blanche juste à côté de la cafetière vide. Je les ai lissés, m'assurant qu'ils étaient parfaitement plats. Puis je me suis retourné et je suis parti. C'est ça. Fuis, a crié Julien après moi. Va pleurer dans ton camion. J'ai continué à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Le silence que j'ai laissé derrière moi était plus lourd que n'importe quel cri n'aurait pu l'être. C'était le son d'une porte qui se ferme, se verrouille et qui est soudée. Ils pensaient avoir gagné parce qu'ils tenaient la caméra. Ils ne réalisaient pas qu'ils venaient de filmer leur propre exécution. Je suis monté dans ma vieille Renault de 10 ans, l'odeur du café éventé remplissant l'habitacle. Mes mains tremblaient alors que je mettais la clé dans le contact non pas de peur, mais à cause de la chute d'adrénaline. Je suis sorti du parking de l'hôtel, m'insérant sur l'autoroute, mettant des kilomètres entre moi et les personnes qui partageaient mon ADN. Le conflit avait commencé pour quelque chose de si banal que c'en était presque drôle. Julien m'avait coincé avant l'arrivée de la nourriture. Il avait besoin de 47 000 € à un investissement, appelait-il cela pour son concessionnaire de montres de luxe. Le stock est limité, avait-il dit en affichant un sourire qui n'était que dents et désespoir. J'ai juste besoin d'un prêt relais. Tu peux le mettre sur une carte de crédit, Elodie.
Tu as un bon crédit, n'est-ce pas? Il ne savait pas que j'avais vendu mon entreprise de sécurité en intelligence artificielle, SecuryMind, à Google DeepMind il y a 3 semaines pour 104 millions d'euros. Il ne savait pas que ma valeur nette se situait actuellement à 236 millions d'euros. Il pensait que j'étais une codeuse indépendante en difficulté qui vivait dans une cabane parce que je ne pouvais pas me permettre la ville. Quand j'ai refusé calmement, poliment, le vernis s'est fissuré. Tu es tellement égoïste, avait-il ricané. Maman paie tout pour nous, et tu ne peux même pas aider avec un prêt. C'était le déclencheur, mon refus de financer leur délire. Ma famille vivait une vie de richesse de façade. Julien conduisait une Range Rover en location pour laquelle il avait 2 paiements de retard. Léa était une coach en mode de vie qui vivait dans un appartement payé par le fonds de retraite déclinant de ses parents. Béatrice portait des marques de créateurs qu'elle achetait en dépôt-vente et rendait après les avoir portées. Leur existence entière était une série de passifs déguisés en actifs. Ils ne possédaient rien d'autre que des dettes et des apparences. J'ai regardé mon jean et le pull à capuche taché de café. Je possédais mon camion. Je possédais ma cabane. Je possédais ma propriété intellectuelle. Et depuis 3 semaines, je possédais assez de capital pour acheter et vendre leur code postal entier. C'est la capacité de dire non sans crainte. Ils me détestaient, non pas parce que j'étais pauvre, mais parce qu'ils sentaient cette liberté en moi, et cela les terrifiait. Ils se noyaient dans les paiements et les perceptions, et je me tenais sur un sol solide. Mon cuir chevelu battait, un rappel brutal du prix de cette liberté. J'ai conduit vers la clinique de soins d'urgence, mon esprit changeant déjà de vitesse. La partie émotionnelle de mon cerveau voulait se recroqueviller et pleurer pour la mère que je n'avais jamais eue. La partie logique, la partie directrice générale rédigeait déjà le rapport de police dans ma tête. Ils avaient voulu me donner une leçon sur ma place dans la famille. Ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la mienne dans le monde. Ce n'était plus une dispute familiale, c'était une acquisition hostile. Et je n'avais jamais perdu une négociation. Mon appartement était calme. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur et le sifflement piquant du spray contre les brûlures que j'appliquais sur mon cuir chevelu. Le miroir montrait clairement les dégâts. Une cloque se formait juste derrière mon oreille gauche, et la peau le long de la racine de mes cheveux ressemblait à de la viande crue. Je ne l'ai pas couverte. Je voulais la voir. Je voulais me souvenir exactement de ce à quoi ressemblaient 47 000 € de rejet. Mon téléphone, posé sur le comptoir de la salle de bain, s'est éclairé. Puis encore, puis un bourdonnement vibrant régulier qui ne s'arrêtait pas. Je me suis essuyé les mains et je les ramassais. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une notification de TikTok. Quelqu'un m'avait identifié, ou plutôt, un vieux compte que j'utilisais à peine. J'ai ouvert l'application. Il y avait le visage de Julien, suffisant et filtré, remplissant l'écran. La vidéo a commencé. Je me suis regardé assise à la table, la tête baissée, le café dégoulinant de mon menton pendant que ma mère hurlait. La légende en surimpression disait en texte jaune vif, quand votre sœur fauchée essaie de gâcher le brunch. On sort les poubelles. J'ai fait défiler les commentaires. Ils étaient exactement ce que Julien voulait. Elle ressemble à un rat mouillé, a écrit un utilisateur. C'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à pas être une parasite, a dit un autre. Ma sœur Léa l'avait partagé dans sa story Instagram avec un emoji qui pleure de rire et le texte « Le karma est servi chaud ». J'ai posé le téléphone. Ils célébraient. Ils étaient ivres de la dopamine des mentions j'aime et de la validation de leur propre chambre d'écho. Ils croyaient sincèrement avoir gagné. Ils pensaient que c'était la fin de l'histoire, le moment où l'on sort les poubelles et où les gagnants retournent à leur mimosa. Ils ne comprenaient pas que sur Internet, le contexte est une monnaie et que le marché était sur le point de s'effondrer. Je n'ai pas signalé la vidéo. Je n'ai pas commenté. J'ai pris une capture d'écran de la publication, une capture d'écran de la légende et une capture d'écran des horodatage. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon disque crypté intitulé Preuve. Puis je suis allé à la cuisine et je me suis préparé une tasse de thé. Pas de café, plus jamais de café. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai attendu que l'algorithme fasse ce qu'il fait de mieux, trouver la vérité. Le lundi matin, l'atmosphère avait changé. L'air semblait lourd, comme la chute de pression avant un ouragan. J'étais dans mon bureau à domicile, une chambre convertie dans ma cabane, surplombant la vallée,
en train de réviser le code d'une nouvelle architecture de réseau neuronal quand mon téléphone personnel a sonné. C'était Claire, ma responsable des relations publiques. Elodie, a-t-elle dit, la voix tendue. Tu as vu Twitter? J'ai vu TikTok, ai-je répondu, en tapant une commande dans mon terminal. Cela a dépassé les limites, a dit Claire. Cela a touché le Twitter technologique il y a environ 1 heure. Un ancien stagiaire t'a reconnu. Le nombre de vues est à 4 millions et grimpe verticalement. Ils savent qui tu es, Elodie. Ils savent que tu as fondé SecuryMind. Ils savent pour l'acquisition par DeepMind. J'ai ouvert Twitter sur mon 2e moniteur. Le mot-clic SecuryMind était en tendance. La publication principale était une comparaison côte à côte. Une image de moi sur la couverture du magazine We Read, l'air soigné et redoutable. L'autre, une capture d'écran floue de la vidéo de Julien me montrant trempé de café. La légende disait, cette famille vient d'agresser l'une des femmes les plus importantes de l'intelligence artificielle parce qu'elle ne voulait pas leur prêter 47 000 €. Ils n'ont aucune idée quel vaut 9 chiffres. Les commentaires étaient un glissement de terrain d'horreur. C'est Béatrice Mercé, a identifié un utilisateur. Elle siège au conseil d'administration du Conseil des Arts. Dégoûtant. Un autre utilisateur avait déjà trouvé le concessionnaire de Julien. Ce type vend des montres à la commission et il harcèle une multimillionnaire autodidacte. Le calcul n'est pas bon. Veux-tu que nous demandions un retrait, a demandé Claire. Nous pouvons la faire effacer. Violation de la politique de harcèlement. Elle disparaîtra dans 10 minutes. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Elodie, c'est humiliant. Ce n'est pas humiliant pour moi, Claire. C'est éclairant pour tout le monde. Laisse faire. Laisse-les voir exactement qui sont ces gens. J'ai raccroché. Le récit avait basculé. Je n'étais plus la sœur fauchée, j'étais la géante opprimée. Le public ne voyait pas seulement une querelle familiale. Il voyait un groupe de parasites attaquant l'hôte. J'ai regardé le compteur de partage tourner comme une machine à sous. L'escalade des méchants venait de rencontrer l'escalade professionnelle. Ils voulaient de l'attention. J'allais leur donner le monde entier. Mardi matin. Julien se tenait sur le plancher de vente de Luxe Éternel, ajustant ses poignets de chemise. Il consultait probablement son téléphone, attendant plus de mentions j'aime, ignorant que le sol sous ses pieds s'était déjà liquéfié. Il ne savait pas que ma société de capital risque, Apex Capital, avait été occupée pendant le week-end. Nous n'avions pas seulement acheté une montre. Nous avions acquis la participation majoritaire dans la société mère qui détenait ses droits de franchise. C'était une petite acquisition pour nous, une diversification de portefeuille, mais cela me donnait une autorité très spécifique. Son directeur s'est approché de lui en tenant une tablette. « Julien, la direction veut vous parler. » Réunion Zoom, maintenant. Julien pensait probablement qu'il obtenait une promotion, ou peut-être un avertissement sur l'utilisation des réseaux sociaux. Il ne s'attendait pas à voir le directeur régional et une représentante des ressources humaines sur l'écran, et il ne s'attendait certainement pas à ce que la 3e fenêtre soit noire, simplement étiquetée propriétaire. « Monsieur Mercé, a dit le directeur, la voix sèche. Nous avons reçu des milliers de plaintes concernant une vidéo que vous avez publiée. Faute grave, conduite préjudiciable à la réputation de la marque, comportement hostile. C'est une affaire de famille privée, a bégayé Julien, sa confiance s'évaporant. C'est juste une blague. Il n'y a rien de drôle dans une agression, a coupé la représentante des ressources humaines. Et il n'y a rien de privé dans 4 millions de vues. Votre emploi est terminé avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter à la sortie. Vous ne pouvez pas faire ça. Ma sœur. Ta sœur, ai-je dit, en activant mon microphone mais en laissant la caméra éteinte. Ma voix a rempli la pièce, amplifiée par les haut-parleurs de conférence. Ta sœur est l'actionnaire majoritaire de la société de portefeuille qui signe tes chèques de paie, Julien. Et elle a une politique de tolérance zéro pour les harceleurs. Silence. Un silence absolu et étouffant. Range ton bureau, ai-je dit, et laisse la montre de démonstration. Tu ne peux pas te la permettre. J'ai mis fin à l'appel. Un de moins. Ils sont venus à ma porte jeudi. C'était inévitable. Quand un narcissique perd le contrôle,
il ne réfléchit pas, il attaque. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom d'effondrement narcissique. La façade s'effrite. L'image de soi grandiose et perforée et ce qui en ressort n'est pas du remords, mais de la rage pure. Ils ne peuvent pas traiter la honte, alors ils la convertissent en agression. Ils doivent détruire le miroir qui leur a montré leur véritable reflet. Je les ai regardés sur les moniteurs de sécurité haute définition depuis la sécurité de l'îlot de ma cuisine. La berline de luxe de Béatrice louée, bien sûr, tournait agressivement aux portes en fer de ma propriété. J'avais acheté cette propriété sous une société à responsabilité limitée il y a 6 mois, 8 hectares de bois, une forteresse de verre moderne, complètement invisible de la route. Ils avaient dû payer un détective privé pour trouver l'adresse. Béatrice appuyait frénétiquement sur le bouton de l'interphone, le visage déformé par l'objectif de la caméra. Julien faisait les 100 pas derrière elle, donnant des coups de pied dans le gravier, ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi depuis qu'il avait perdu son emploi. « Ouvre cette porte » a hurlé Béatrice. L'audio était clair, filtré par le système haut de gamme. « Tu nous as trompés. Tu nous as laissé croire que tu étais pauvre. Espèce de menteuse. » C'était leur récit maintenant. Non pas qu'ils m'avaient brûlé, mais que je les avais trompés. Dans leur logique tordue, mon succès était une trahison parce que je ne l'avais pas partagé. Ils se sentaient en droit d'avoir la richesse pour laquelle ils s'étaient moqués de moi parce que je ne l'avais pas. « Nous savons que tu es là, Élodie » a crié Julien, se penchant vers la caméra. « Tu me dois mon travail. Tu nous dois. » J'ai appuyé sur le bouton de parole. Je n'ai pas ouvert la porte. Vous êtes sans autorisation sur une propriété privée. Sans autorisation, a hurlé Béatrice, la voix brisée. Je suis ta mère. Tu as des millions, et tu me laisses porter le manteau de la saison dernière. Tu nous laisses lutter, espèce d'ingrate, de manipulatrice. Je ne suis pas ta mère, ai-je corrigé, ma voix plate et métallique à travers le haut-parleur. Je suis l'ordure égoïste sur laquelle tu as versé du café. Tu te souviens. Ouvre la porte, Élodie. Nous devons parler de compensation. Tu nous as embarrassés mondialement. Nous allons te poursuivre pour diffamation. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, Béatrice, et la vidéo que tu as filmée est la seule preuve dont j'ai besoin. J'ai jeté un coup d'œil au deuxième moniteur. Un véhicule utilitaire sport noir remontait l'allée derrière leur berline, les feux clignotant silencieusement. De plus, vous devriez savoir que j'ai une ordonnance de protection en attente basée sur l'agression. La police qui arrive derrière vous est là pour la faire respecter. Sur l'écran, des lumières bleues se reflétaient sur la voiture de Béatrice. Julien s'est figé, son agression s'évaporant instantanément. Béatrice a regardé les agents qui approchaient, puis est revenue vers la caméra, son visage s'effondrant de la rage à la peur. « Au revoir » ai-je dit. J'ai coupé la liaison. Le silence qui a suivi était coûteux. C'était le silence d'un système de ventilation haut de gamme, de fenêtres à triple vitrage, d'une sécurité absolue. 2 semaines plus tard, la poussière était retombée en une couche épaisse et permanente sur l'ancienne vie de ma famille. Julien était inemployable dans la ville. La vidéo virale était la première chose qui apparaissait quand on cherchait son nom sur Google. Léa avait perdu ses contrats de parrainage. Les marques n'aiment pas les influenceurs qui rient d'une agression. Béatrice était essentiellement en résidence surveillée, trop honteuse pour montrer son visage au club où l'incident s'était produit. Je me suis assise sur la terrasse de ma cabane, l'air de la montagne frais contre ma peau en pleine guérison. Mon téléphone a vibré. C'était un avocat, mais pas un que j'avais engagé. C'était l'avocat de Mamie Marguerite. Elle voulait que vous le sachiez immédiatement, a dit l'avocat. Je n'en ai pas besoin, ai-je dit. J'en ai assez. Elle le sait, a répondu l'avocat. C'est exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit, donnez-le à Élodie. Elle est la seule qui n'en avait pas besoin, c'est pourquoi elle est la seule qui le mérite. J'ai raccroché. J'ai regardé la lisière de la forêt. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas joyeuse. Je me sentais légère. Le poids de leurs attentes, de leur cruauté, de leur bruit, tout cela avait disparu. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert la discussion de groupe familial une dernière fois, et j'ai appuyé sur supprimer le groupe. Puis j'ai sifflé mon chien, je suis monté dans mon camion et j'ai conduit vers l'horizon.
Le rétroviseur était vide, et la route devant moi était entièrement la mienne.